un peu plus... Enfin, on est un petit peu en retard, il est 15h passé de 18 minutes à notre pendule. Vous écoutez toujours Radio PFM sur le 99.9. On est dans le studio mobile et en direct et en public de ce 13e salon du livre d'expression populaire et de critique sociale. Juste dans la cour derrière le beffroi d'Arras et pas loin du bar. On vous propose maintenant une rencontre. Alors le thème du débat, c'est officiellement quel avenir politique dans le bassin minier du Pas-de-Calais. Haïdé Sabéran me faisait remarquer que c'est pas exactement ce dont on va parler dans les prochaines minutes. On va parler vraiment, le cœur du sujet, c'est la montée du Front National dans le bassin minier, à Hénin-Beaumont, en France et en Europe de manière générale. Donc on vous propose cette rencontre autour de 3 livres et de leurs auteurs. On a d'abord Haïdé Sabéran, auteur de Bienvenue à Hénin-Beaumont, aux éditions La Découverte. On a Octave Nitkowski, auteur du livre Le Front National des Villes et le Front National des Champs, édition Jacob Duvernay. Et Aurélien Bernier, auteur de La Gauche radicale et ses tabous. Pourquoi le Front de gauche échoue face au Front National, aux éditions Seuil. 3 livres, 3 perspectives sur la montée du Front National. On va commencer un premier tour de table en demandant à chacun des auteurs de parler un petit peu de leur démarche dans leur travail. On commence avec Haïdé Sabéran. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai écrit ce livre avant la campagne des municipales, pendant le printemps et l'été 2013. Pour essayer de comprendre pourquoi le Front National avait grimpé aussi haut, puisqu'à l'époque, à Hénin-Beaumont, le FN était monté jusqu'à 55% dans la ville d'Hénin-Beaumont aux élections législatives. Et donc j'ai essayé de comprendre en allant à la rencontre des gens, en gros, à la rencontre à la fois des gens, des militants des partis politiques, mais surtout des habitants. Voilà, donc j'ai passé beaucoup de temps, j'ai perdu aussi beaucoup de temps au sens où j'ai passé du temps juste à rencontrer les gens sans avoir vraiment d'informations, mais juste histoire de créer des liens avec eux. C'est pas toujours simple parce que quand on est journaliste, on a mauvaise réputation au départ quand on arrive à Hénin-Beaumont parce que les gens sont fatigués des journalistes, ils en ont soupé, notamment à cause du fameux choc Mélenchon-Le Pen qui a montré la ville sous un jour assez déformé. Donc c'était ça aussi ma démarche, c'était d'aller voir les gens et puis de raconter l'autre Hénin-Beaumont, celui qu'on ne voit pas à la télévision. Voilà. Justement, un mot quand même sur le Hénin-Beaumont qu'on montre à la télévision. Il y a une petite anecdote qui est aussi citée, je pense, dans l'ouvrage de Octave Nitkowski. C'est ces journalistes attablés à la terrasse d'un café qui échangent les bons plans. J'avais interviewé Octave, donc c'est à lui qu'il faut demander ça. Je lui avais posé la question parce que je trouvais qu'il en parlait bien en tant qu'habitant du secteur. Il avait observé de près cette espèce de cirque. Et c'est pour ça que je lui avais donné la parole là-dessus. Donc il y a une page ou 2 consacrée à Octave dans le bouquin. Alors Octave Nitkowski, justement, vous êtes j'habite le bassin minier, le local de l'étape, à côté d'Hénin-Beaumont, et c'est vrai qu'au moment des législatives, ce duel homérique entre Mélenchon et Marine Le Pen en 2012, ça avait vraiment créé un brouhaha médiatique sans précédent dans la commune. Bien évidemment, les journalistes étaient habitués à venir à Hénin-Beaumont précédemment parce qu'il y avait Marine Le Pen qui est installée ici depuis longtemps, et puis il y a un maillage qui est réalisé par le FN depuis longtemps aussi. Mais voilà, 2012, ça a vraiment marqué un début dans le cirque médiatique, et puis les habitants ont eu l'impression véritablement d'être tenus en otage par les caméras et ne reconnaissaient plus la ville dans laquelle ils avaient l'habitude d'évoluer, et ça les a profondément blessés parce que non seulement ils étaient pris en otage, donc c'était pas facile d'aller au marché, d'aller dans les rues aussi facilement qu'auparavant parce que la ville était infestée de journalistes, mais aussi parce que le traitement de l'information n'était pas en adéquation avec l'idée que les gens avaient du bassin minier, parce que c'était une image caricaturale qui était trop simpliste et qui était complètement à côté de la plaque, et les habitants ils ont été blessés de ce traitement de l'information à Hénin-Beaumont, parce que comme je le raconte au tout début de mon livre, c'est d'ailleurs le point de départ de mon livre, d'en finir avec cette agitation parisienne qui explique des choses à Hénin-Beaumont et qui ne sont pas celles non plus que je reconnais moi. Donc moi, en rupture avec ça, j'avais envie d'offrir une information authentique et sincère, en rupture avec ce brouhaha, cette agitation permanente et puérile, et j'avais envie d'offrir quelque chose de différent.
Donc je raconte au début du livre, qui est le point de départ de ma démarche, de dire que voilà, sur la terrasse des cafés, qui était du jour au lendemain devenu le QG des journalistes, eh bien, les journalistes s'échangeaient les adresses de ruelles défoncées, des corons. Et Hénin-Beaumont est une ville propre dans son ensemble, mais voilà, il y a quelques ruelles, dans chaque ville c'est le cas aussi, il y a des ruelles défoncées, et les journalistes allaient là-bas faire des prises de vue pour illustrer leur documentaire. Et de la même façon, il y a un SDF sur la place à Hénin-Beaumont, et tous les journalistes allaient voir ce SDF parce que voilà, il lui manque des dents, il a un accent ch'ti, et il dit à qui veut bien l'entendre qu'il vote Front National, alors bien qu'on ne sait même pas s'il vote ou s'il a une carte électorale, on ne sait même pas. Mais tous les journalistes allaient vers lui parce que il était l'archétype d'un habitant du Nord-Pas-de-Calais, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et moi, ça m'avait blessé parce que ce n'est pas l'image que j'avais des gens du bassin minier. Voilà, donc moi, j'avais voulu offrir une information sincère, authentique, en rupture avec tout ça. Et voilà. Alors, ce qu'il faut Est-ce que je peux juste intervenir pour dire que je suis journaliste? Oui, mais vous, c'est différent. Bien sûr. Correspondante pour Libération dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais vous, c'est différent. Je ne me reconnais pas dans cette façon de travailler. Non, vous ne participez pas, bien évidemment, à cette BFM télévision. Vous êtes quelqu'un de reconnu sur place, on vous connaît, il n'y a pas de souci. Alors, ce qu'on n'a pas dit sur Octave Nitkowski, c'est que vous êtes jeune, vous étiez lycéen, il me semble, au moment où vous avez écrit ce bouquin. Maintenant, vous faites des études supérieures. Je suis en première année à Sciences Po, oui, donc j'ai écrit ce livre entre le bac et mon arrivée en première année à Sciences Po Paris, oui. Aurélien Bernier, donc vous êtes un membre d'Attaque, proche du parti de gauche. C'est une critique de l'intérieur du parti de gauche que vous formulez dans votre livre ? Oui, alors bon, je suis un ancien membre d'Attaque. Aujourd'hui, je suis plus rien à part moi-même. Je suis dans aucune organisation politique, mais je suis proche du Front de gauche. J'ai participé à la campagne de 2012, et donc j'ai écrit ce livre suite à la campagne de 2012, avec comme interrogation la suivante: pourquoi est-ce que dans une situation de crise gravissime comme celle qu'on connaît, de critique radicale du capitalisme, de critique des institutions européennes, pourquoi est-ce que finalement le Front de gauche est dans une situation d'échec relatif, et pourquoi est-ce que c'est le Front National qui retire l'avantage de cette crise économique? Donc c'est pas un livre de terrain, c'est un livre d'histoire des idées politiques, et où je montre que en fait on a eu un double tournant, c'est-à-dire qu'on a eu un Front National qui à sa création dans les années 80 était sur les questions économiques ultralibérales. Jean-Marie Le Pen était un fan de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, et un apôtre du libéralisme. Et comment le Front National est passé au contraire sur une position anti-mondialiste, anti-construction européenne au moment de Maastricht, et à l'inverse, la gauche radicale est passée d'une position extrêmement critique vis-à-vis de la construction européenne, une position de défense de l'industrie française, y compris par des mesures protectionnistes. Elle est passée, au tournant des années 90-2000, à une position, à mon avis, à laquelle plus personne ne croit, qui est une position de réforme de l'intérieur des institutions européennes, de l'Organisation mondiale du commerce, etc. Et donc, je défends l'idée que la montée du Front National dans les régions comme le Nord, dans les régions désindustrialisées, dans les régions où les populations sont les premières victimes de la mondialisation, cet ancrage, cette montée du Front National est liée de plus en plus à ce discours de rupture sur les questions économiques et finalement à cet abandon de la part de la gauche radicale d'un discours qui a existé dans les années 90, qui était un discours de refus de l'Europe de Maastricht, de refus de l'euro, de refus de la mondialisation, et qui a finalement été édulcoré avec aujourd'hui un programme qui, à mon sens, n'est plus cohérent parce qu'on n'a plus cette rupture radicale. Aïda Issa-Béran, le tournant du Front National, le changement de stratégie, c'est aussi quelque chose que vous chroniquez finalement dans ce livre. Alors comment ça se concrétise à Hénin-Beaumont À Hénin-Beaumont, on peut raconter deux scènes qui se font écho en quelque sorte. Vous vous souvenez de Métal Europe? C'était une usine qui était à Noyelles-Godault, juste à côté. Noyelles-Godault et Hénin-Beaumont sont limitrophes. Et il y a 10 ans, il y a à Noyelles-Godault, Métal Europe ferme. Et il y a une grande manifestation qui est organisée dans les villes alentours.
Et il y a des élus Front National qui se rendent à cette manifestation et qui essayent de rentrer dans l'usine et qui sont virés par la CGT et par les ouvriers, repoussés à l'extérieur de l'usine et sont furieux. Et cette scène est filmée par Édouard Mills-Afif, qui est documentariste et qui d'ailleurs, je fais une parenthèse, est en train de faire un autre film en ce moment qui s'appelle Bassin miné. Et le film là qu'il faisait à l'époque s'appelle Au pays des gueules noires, la fabrique du Front National. Et lui a vu ça, ce documentariste a vu concrètement, on voit dans ces images cette espèce de retournement de l'ultralibéralisme vers le social, entre guillemets, vers l'insécurité sociale. L'ultralibéralisme et puis aussi l'obsession des étrangers, etc. Là, on s'aperçoit qu'à Hénin-Beaumont et alentour, dans le bassin minier, on nous parle d'autre chose. Et donc, dans cette usine, ils sont repoussés. Et 10 ans plus tard, à Hénin-Beaumont, il y a une usine aussi qui est en grande difficulté, qui a failli fermer, qui s'appelle Mécastamp International, qui est une forge. Donc, on est aussi dans le même domaine dans le même domaine industriel. Et bien là, Marine Le Pen se trouve là, et arrive, est filmée par les caméras de France 3, accueillie par les ouvriers, pas forcément à bras ouverts par tout le monde, mais tout de même reçue, filmée par les gens avec leur téléphone portable, la filment. On voit bien qu'en 10 ans, on passe d'un rejet au moins officiel des instances CGT, etc., à un accueil soit poli, soit chaleureux de la part des ouvriers. Il s'est passé quelque chose. Alors, 2 scènes, mais comment vous expliquez alors ce revirement Par un travail de fourmi qui a été fait depuis... à Hénin-Beaumont, ça fait 20 ans que ça dure. On peut dater à peu près à cet épisode, d'après les journalistes locaux, cet épisode d'Hénin-Beaumont et une forme de prise de conscience, de cristallisation en tout cas, à Hénin-Beaumont et dans le FN du Pas-de-Calais, de ce qu'il faut en fait faire pour amener à soi les ouvriers, c'est travailler sur ces questions-là, sur les usines et l'insécurité sociale. Avec aussi ce personnage, Steve Briouat. Qui fait un travail de terrain, oui. Oui, dans le livre, on le voit le dimanche aller faire valser Mémé. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette figure locale, quoi, quelqu'un, on pourrait dire, en le rencontrant dans le marché, un brave type, mais finalement, quand il a un tout autre discours, quand il est secrétaire du Front National. Secrétaire général du Front National, oui. Oui, il est à la fois un cadre du Front National à Nanterre et un élu local à Hénin-Beaumont. Et donc ça faisait, maintenant il est maire d'Hénin-Beaumont, mais quand j'ai écrit le livre, ça faisait 20 ans à peu près qu'il labourait le terrain. Et quand on dit labourer le terrain, c'est un peu une expression toute faite, mais de fait, à son propos, c'est assez juste. Et il revendiquait le fait d'utiliser les méthodes de la gauche et notamment du Parti communiste pour s'approcher des gens. Donc c'est vrai, moi j'ai passé des après-midi entières avec lui dans les fêtes. Je l'ai vu, j'ai vu des dames se disputer pour se l'arracher, se disputer pour danser avec lui. Il a un contact facile, c'est quelqu'un qui est un commercial au départ, il a vendu des abonnements au câble. Donc le porte-à-porte, il a connu le porte-à-porte avant même d'être militant politique. Donc il a continué à pratiquer ces techniques commerciales à la politique, et c'est quelqu'un de très affable, de très courtois, de très souriant, de très à l'écoute. Et ce qui me frappe moi surtout, c'est comment il est capable d'être silencieux et d'écouter les gens. Octave Nitkowski, vous l'avez pratiqué, Steve Briouat, enfin, je veux dire, rencontré Pas vraiment, parce que ils m'ont attaqué en justice, donc j'ai des mauvaises relations avec eux depuis. Mais voilà, c'est vrai que quelqu'un qui est auparavant, avant mes problèmes judiciaires, j'avais des rapports très courtois avec eux, et c'est vrai que c'est quelqu'un de très affable, qui a ce sens de la tchatch, comme Aïdé Sabéran l'a dit. Il vendait des abonnements numéricables au porte-à-porte, donc il a gardé de cette ancienne vie le sens de la tchatch, de l'écoute, et bien plus que le sens du contact, c'est aussi l'écoute, parce qu'à Hénin-Beaumont, les gens, c'est ça qu'ils veulent, c'est être écoutés, être entendus, et les autres politiques, parce qu'ils sont complètement notabilisés, tellement clientélistes, ils en ont perdu ce contact avec le monde ouvrier, et ils en ont perdu ce contact, cette écoute. Et le Front National a
existe parce qu'il y a un vide des autres partis politiques qui sont complètement sclérosés et qui n'arrivent plus à exister. Donc c'est là-dessus que le Front National arrive à percer et à créer son potentiel électoral et à sans cesse le faire fructifier sans arrêt. Et dans ce sens-là, la montée du Front National est presque mathématique et monte et inexorable parce qu'ils font un travail de terrain. Et en fait, le plus grand boulet à Hénin-Beaumont pour le Front National, c'est le sigle en fait Front National. Parce que voilà, c'est ça leur plus gros boulet. S'ils avaient c'est ça qu'ils essayent de se débarrasser de ça, et ça se fait par un travail de présence sur le terrain, de maillage territorial abouti. Dans chaque quartier de la ville, il y a un représentant du Front National dans chaque quartier qui, quand il y a un problème dans la ville, fait remonter l'information au sein du QG, la permanence qui est le centre névralgique du frontisme municipal à Hénin-Beaumont, et qui fait ils ont une machine à tract, où ils impriment des tracts en permanence en fonction du problème qui se passe le jour même. Donc en quelques heures, ils parviennent à imprimer des tracts et qui distribuent dans la foulée dans les boîtes aux lettres du quartier où le problème concerné a lieu. Donc il y a une réactivité comme ça qui est effective, et c'est comme ça que le Front National parvient à exister, et parce que les autres partis politiques, notamment de gauche, sont complètement clientélistes, notabilisés, mais aussi parce que ils ont, comme Aurélien Bernier le dit dans son livre, ils ont un discours qui n'est plus adapté aux préoccupations encore prolétariennes de l'électorat Hénin-Beaumont, qui reste avant tout un électorat ouvrier et qui est en quête d'un discours ouvriériste que ne portent plus les autres partis politiques, notamment le PCF, qui n'arrive pas à faire cette alternative alors qu'il pourrait et qu'il a un potentiel pour, mais qui ne le fait pas parce qu'il est en quête d'alliance avec des partis politiques plus gros comme le Parti Socialiste, et ça le corrompt un petit peu, et voilà pourquoi il n'arrive pas à percer. Aurélien Bernier, sur cette stratégie de diabolisation du Front National, peut-être un mot ? D'abord, il y a effectivement une stratégie locale et un ancrage local, un travail de terrain, de fourmi qui est fait, mais je crois qu'il ne faut pas focaliser uniquement là-dessus, ce que certains dirigeants de gauche ont tendance à faire, à penser que c'est parce que le Parti communiste a déserté un peu le terrain que le FN l'occupe. Alors c'est vrai dans une certaine mesure, mais il y a aussi les questions nationales, les questions programmatiques qui jouent un rôle majeur. Je pense que le tournant véritablement pour le Front National, c'est la campagne de Maastricht en 1992. C'est le moment où le Front National comprend qu'il a beaucoup plus à gagner au niveau électoral, à devenir anti-mondialiste, anti-Union européenne, et à commencer à récupérer un certain nombre de thèmes de la gauche, qu'à continuer dans cet ultralibéralisme des années 70 et 80. Et ce qui est frappant, c'est que dès 1995, on observe un changement dans le vote Front National, c'est-à-dire que des régions qui n'étaient pas auparavant touchées par le vote Front National commencent à faire des scores. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, évidemment, ça prend du temps, mais c'est à partir de ce moment-là que démarre, à mon avis, la vraie mutation du Front National, c'est-à-dire sous Jean-Marie Le Pen. Et Marine Le Pen, quand elle arrive en 2011, accentue ce phénomène en pillant là complètement ouvertement un certain nombre de propositions de gauche, des propositions sociales. Voilà, elle parle d'interdire les licenciements dans les entreprises qui font des bénéfices, c'est un copier-coller de la LCR. Elle parle de rompre avec l'OMC en des termes qui sont exactement ceux d'attaque. Et donc elle amplifie ce tournant, mais le véritable tournant, c'est ce passage de l'ultralibéralisme à l'anti-mondialisme. Et je pense qu'on est aujourd'hui confronté au résultat de cette stratégie, au succès de cette stratégie. C'est-à-dire que si Marine Le Pen, si les dirigeants du Front National font un carton, y compris dans des zones comme Hénin-Beaumont et plus globalement dans les régions touchées par la mondialisation, c'est parce que ce sont quasiment les seuls aujourd'hui à parler de façon décomplexée de protectionnisme pour éviter les délocalisations, pour éviter la suppression d'emplois dans des zones comme ici. Ce sont les seuls à parler de sortie de l'euro aussi de façon décomplexée, et à laisser croire que le Front National est pour une rupture radicale avec l'Union européenne. Ce qui est faux, parce que quand on écoute Marine Le Pen à la télé, on a l'impression que demain,
elle peut balancer Bruxelles, Barroso, etc., qu'elle peut sortir de l'euro comme ça en claquant des doigts et qu'elle peut remettre des mesures protectionnistes. Quand on lit le programme du Front National, c'est beaucoup plus ambigu. Il parle de sortie concertée de l'euro avec d'autres États de l'Union européenne. Il ne parle pas d'un certain nombre de mesures de rupture qui seraient absolument indispensables, notamment le fait de désobéir aux droits européens. Donc on est, comme d'habitude avec le Front National, sur un discours très ambigu, mais l'image qui passe dans les médias, c'est que ceux qui sont prêts à défendre les ouvriers en mettant en place des mesures protectionnistes, en tenant tête à Bruxelles, en restaurant la souveraineté monétaire au niveau national, eh bien, c'est le Front National. Et je crois que c'est le débat politique qu'on devrait avoir tous les jours à gauche, enfin, au sein de la gauche radicale. Comment se fait-il que ces propositions qui, au début des années 90, étaient les propositions du Parti communiste français, le refus de la monnaie unique, le refus du traité de Maastricht, le fait de défendre l'industrie française, y compris par certaines formes de protectionnisme, comment est-ce qu'on a pu abandonner ça au Front National qui finalement n'a eu qu'à se baisser pour le ramasser et qui réussit à en faire aujourd'hui son terreau électoral? On parle de la récupération des idées de gauche par le Front National. Sur le terrain, et des s'avérant, du coup, il y a une forme de confusion chez pas mal de gens. Hein. On sait qu'ils ne savent plus trop qui est qui. Oui, j'écoutais Monsieur Bernier, là. Ça me faisait penser au fait que au conseil municipal d'Hénin-Beaumont, on voit aussi des élus, on voyait, puisque maintenant désormais ils sont à la tête de la ville, mais on les voyait mettre en valeur des idées et des postures ouvriéristes, des postures anticapitalistes même, au sein même du conseil municipal d'Hénin-Beaumont, mettre en valeur des hommes de gauche comme Jaurès, mais y compris même Pierre Mauroy, et y compris Georges Marchais. D'ailleurs, au dernier conseil municipal, ils ont encore dit du bien de Georges Marchais. Quand le conseiller municipal communiste a pris la parole, il a été applaudi et son discours finalement mis en valeur par les gens du Front National. Enfin, c'était une vision complètement folle. Et sur le terrain, on rencontre des gens qui ont, y compris des syndicalistes, qui ont pu voter Mélenchon au premier tour et Marine Le Pen au second aux législatives. Je voulais quand même faire une précision sur ces ouvriers qui votent Front National. On a aussi à Hénin-Beaumont des gens de droite qui se sont mis à voter au Front National. On a un quartier entier qui est traditionnellement à droite, qui est en fait le village de Beaumont, qui est le lieu où on vote le plus fort pour Nicolas Sarkozy, et c'est aussi le lieu où on vote le plus fort pour le Front National. Donc Hénin-Beaumont, c'est aussi ça, c'est-à-dire que ça n'est pas uniquement des gens de gauche qui se mettent à voter FN, c'est pas uniquement des communistes qui se mettent à voter FN, mais c'est beaucoup plus subtil et complexe que ça. On a aussi tout un pan de la droite à la fois bourgeoise et ouvrière, puisqu'il y a aussi des ouvriers qui votent à droite, qui votaient, qui étaient gaullistes ou giscardiens et qui se sont mis à voter pour le Front National, et d'autant plus fort qu'ils se sentent protégés. Qui ne se sentent plus protégés par la droite française, mais qui se sentent protégés par le discours notamment protectionniste du Front National. Oui, c'est pour ça qu'Hénin-Beaumont est emblématique pour comprendre les nouveaux positionnements idéologiques et stratégiques qu'adopte le Front National, parce qu'il y a les deux aspects. Il y a Hénin-Liétard, ancienne ville ouvrière, où il y a des corons, des ouvriers, des gens qui votaient autrefois PCF et socialistes, et qui votent désormais sans complexe pour le FN, parce qu'il y a un discours d'une droite prolétarienne. Et ensuite, il y a Beaumont-en-Artois, petit village rural, où il n'y a pas de mineurs, où c'est un village assez conservateur, qui votait RPR, UDF, pour une droite républicaine modérée, et qui vote désormais sans complexe pour le Front National, parce que le Front National a adopté un discours qui convient à cet électorat-là. Donc non seulement Marine Le Pen apparaît être comme la superstar des ouvriers, mais aussi elle apparaît aussi être la seule qui est à même de défendre le terroir et les clochers. Il y a les deux aspects-là. Et c'est pour ça qu'à Hénin-Beaumont, le FN adopte un discours, et même par extension dans toute la France complète, le FN a un discours attrape-tout, parce qu'ils attrapent à gauche
les gens qui ont été déçus du Parti communiste, du Parti socialiste, qui n'arrivent pas à avoir un discours en adéquation avec sa base électorale originelle que sont les ouvriers, et puis à droite parce que Sarkozy a failli à réduire l'immigration, des choses comme ça. Donc en fait le FN, c'est pour ça que si un jour il est amené à avoir des responsabilités, sera confronté à une équation complexe parce que il y a une disparité dans son électorat qui n'est pas aussi homogène que dans d'autres partis politiques. Et voilà, c'est un discours qui est trop attrape-tout et qui se veut, ils font feu de tout bois pour avoir le maximum de potentiel électoral. Donc ça va bien dans un premier temps quand on a un parti protestataire, un parti de contestation, mais quand on veut devenir un parti de gouvernement, comme l'aspire à l'être le Front National, et ben ça va poser un problème parce que il y aura une disparité au sein de l'électorat et les décisions que le FN va prendre, ça va forcément déplaire aux uns et aux autres, et donc ça va pas respecter tout ça. Donc on verra bien à un moment comment ça se passe pendant ces 6 années, mais voilà. Et aussi par rapport à Jean Jaurès et Pierre Mauroy, etc., c'est intéressant parce que non seulement le Front National s'approprie un discours et des stratégies de gauche qui viennent tout droit du Parti communiste, mais aussi il s'approprie aussi, chose nouvelle, l'imaginaire collectif de gauche, parce que Steve Briouat, dans sa carte de vœux qu'il distribue habituellement aux habitants d'Hénin-Beaumont au mois de janvier, il y avait une citation de Jean Jaurès, et puis là, l'une des premières décisions qu'il a faites à Hénin-Beaumont, une fois élu maire, c'est de placer le buste de Jean Jaurès, qui était autrefois dans le hall de la mairie, dans son bureau. Et ça fait la une de tous les journaux et sites internet. Voilà, donc ça prouve bien que le FN est dans cette quête de s'appropriation de l'imaginaire collectif de gauche, parce que ça plaît à chacun. C'est vraiment un discours attrape-tout en fait. Alors, je reviens sur le vote FN et un point, il me semble, sur lequel vous n'êtes pas d'accord dans les deux bouquins. Octave Nikolski, vous dites qu'une fois qu'on a que le votant a franchi la barrière, il peut voter Front National tout le temps, alors que il me semble qu'à Aïdé Sabéran, vous parlez plutôt d'un vote volatile. On peut voter une fois FN et puis après communiste et puis l'autre après PS. Oui, enfin c'est extrêmement difficile d'avoir une analyse fine parce qu'il faudrait interviewer chaque habitant. Mais j'ai constaté souvent que les gens pouvaient avoir voté Front National à une époque et désormais par exemple voter communiste. J'ai rencontré au Parti communiste des gens comme ça et inversement. Je pense que c'est un vote volatile et je ne pense pas que c'est un vote d'adhésion. Je pense que c'est encore un vote protestataire à Hénin-Beaumont en tout cas, pour ce que j'en ai vu. On sent vraiment que les gens sont terriblement déçus par la gauche et par l'effondrement moral de la gauche. Alors il y a des gauches bien sûr à Hénin-Beaumont comme ailleurs, mais il y a une gauche en particulier, le Parti socialiste et les dissidents socialistes qui ont véritablement failli et très désunis. On a eu un maire qui a détourné des fonds, Gérard d'Allongeville, qui a été exclu du PS et puis qui a été réintégré et à nouveau exclu, qui a fait de la prison, qui risque encore de faire de la prison puisqu'il va être à nouveau jugé en appel, qui s'est présenté aux élections, qui a fait une dizaine de pourcents, et une gauche extrêmement... Il y avait 3 listes de gauche en face du Front National, alors que le Front National était aux portes de la ville. Enfin, on savait qu'il y avait un grand danger. Le premier adjoint du maire d'hiver gauche, le précédent maire, le premier adjoint se présentait contre lui, pour vous dire un peu l'état dans lequel se trouve la gauche classique, entre guillemets, la gauche... Je pense pas que ce soit l'éparpillement des listes de gauche qui a profité au Front National, c'est plus l'incapacité et l'insuffisance des politiques. Je pense qu'il y a une réelle déception des habitants. A été élu dès le premier tour, c'est pas au second tour qu'il a été élu, c'est dès le premier tour. Ça prouve bien que tous les partis politiques sont dans la capacité de je pense qu'il y a une réelle déception des habitants. Bien sûr. Et je pense que s'il y avait une figure à gauche qui émergeait, le Front National n'aurait pas réussi à emporter la ville, au moins avec cette facilité. Je pense qu'il n'aurait pas réussi à emporter la ville. Parce qu'on a un chômage important, on a des usines qui ont fermé, on a un Front National offensif, mais on a aussi et surtout une gauche qui est effondrée. Et une figure qui manque. Elle ne cherche pas aussi à se reconstruire, si elle a profité un petit peu de tout ça. Et moi, ce que je constate, c'est que le Parti socialiste à Hénin-Beaumont a tout fait pour que le Front National gagne. C'est ça aussi que tout le monde doit prendre conscience de ce phénomène-là. C'est qu'ils étaient tellement convaincus que le FN allait remporter la ville qu'ils n'ont pas fait le travail qui était nécessaire de faire. En fait, la ville était pour eux d'ores et déjà abandonnée et ils n'ont pas fait le travail de reconquête qu'il aurait fallu faire. Et ils ont même soutenu un maire sortant, vieillissant, contesté, que tout le monde remet en question
Mélenchon qui est reconnu de tous pour ses manquements et ses... Voilà, donc il a été soutenu par le Parti Socialiste, alors qu'il n'est pas socialiste lui-même, et ça prouve bien que le Parti Socialiste n'a plus rien à faire d'Hénin Beaumont. Ils ont voulu laisser tomber Hénin Beaumont pour dire de la conquérir après en 2020. Voilà, le Parti Socialiste, c'était 2014, Hénin Beaumont, c'était pas son enjeu. Eux, ils se portent d'ores et déjà sur 2020, et ils ont clairement laissé... Si Steve Briouat a été élu aussi héroïquement dès le premier tour, c'est bien parce que le Parti Socialiste a offert, avec le soutien du Parti communiste, etc., la ville au Front National, parce que 2014 pour eux c'était quelque chose de foutu, et ils voyaient plus loin vers 2020, et eux ils vont faire un travail de reconquête vers 2020. Peut-être d'abord sur cette question, Aïdé Sabéran, vous partagez cette opinion? Le PS a abandonné l'espoir à Hénin Beaumont aux dernières municipales? Je pense qu'il y a énormément de socialistes sincères qui sont absolument scandalisés par ça. Mais effectivement, le Parti Socialiste du Pas-de-Calais n'a rien fait pour empêcher ce qui est arrivé. Ils en ont même profité, moi c'est ce que je dis. Donc, je vais plus loin. On peut en conclure, que le PS du Pas-de-Calais a tout fait pour que ça arrive, certes. Enfin, en tout cas, moi je n'ai pas enquêté dans le PS du Pas-de-Calais pour vous le prouver. Mais enfin, les faits sont là, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait pour empêcher ça. Aurélien Bernier? Oui, autant Hénin Beaumont, à mon avis, a un caractère symbolique et représentatif de l'ancrage du Front National dans des terres désindustrialisées qui n'étaient pas du tout acquises au Front National, au contraire, jusqu'à maintenant. Autant il ne faut pas considérer qu'Hénin Beaumont est représentatif en tout point au niveau national. Notamment, je pense que on ne peut plus dire depuis 2002 que le vote Front National est un vote protestataire. C'est-à-dire que vous avez eu en 2002 Jean-Marie Le Pen qui arrive au second tour de la présidentielle, après un mandat absolument catastrophique de Lionel Jospin, surtout sur la deuxième partie du mandat, qui a une nouvelle fois trahi, après que Mitterrand ait trahi le peuple de gauche, Jospin a recommencé. Le résultat, c'est que, avec malheureusement la participation des dirigeants communistes, le résultat, c'est que le Parti communiste continue à s'effondrer et le Front National arrive au deuxième tour. Vous avez une campagne incroyable de mobilisation contre le Front National entre les deux tours, et au deuxième tour, Jean-Marie Le Pen a plus de voix qu'au premier tour, c'est-à-dire qu'un certain nombre de gens qui ont voté pour lui au premier confirment au deuxième, et que même des gens qui n'ont pas voté pour lui vont voter pour lui au second. Et je crois que le phénomène avec Marine Le Pen s'accentue encore plus, et donc on est, à mon avis, à la limite entre le vote protestataire et le vote d'adhésion. On est toujours sur un comportement protestataire au niveau d'une partie de l'électorat, et notamment, voilà, quand le Parti Socialiste a des méthodes aussi dégueulasses que Hénin Beaumont, et évidemment, ça favorise le vote Front National, mais on a véritablement une adhésion qui est en train de se créer autour, premièrement, du protectionnisme, du refus du libre-échange et de cette mondialisation qui désindustrialise, qui détruit de l'emploi, et deux, autour des questions européennes, c'est-à-dire de cette rupture avec l'eurolibéralisme, avec cette casse des services publics, avec ces politiques de rigueur comme on n'en a absolument jamais vu par le passé, avec ce qu'on appelait pour les pays pauvres, les plus endettés, des plans d'ajustement structurel qui étaient imposés par le FMI. Aujourd'hui, c'est ça qu'on a dans les pays d'Europe, c'est ça qu'on a en Grèce, au Portugal, en Espagne, et qu'on a même en France, même si on n'utilise pas évidemment ce terme-là. Et ça provoque un phénomène d'adhésion aux idées du Front National. C'est plus du vote protestataire, c'est faux. Et le drame, c'est que cette rupture avec l'eurolibéralisme, cette rupture avec le libre-échange, c'est la gauche qui devrait la porter. Alors le Front National pille l'image de Jean Jaurès, pille un certain nombre de symboles de la gauche. Marine Le Pen cite des gens comme Serge Halimi du Monde diplomatique dans ses bouquins, sans absolument aucun problème. Mais le pire, c'est qu'elle a pillé le programme qui était celui du Parti communiste dans les années 80 et 90, c'est-à-dire un programme de rupture avec cet ultralibéralisme. Et donc attention, effectivement, on a toujours en toile de fond ce phénomène de vote protestataire, voilà, je suis dégoûté par les partis politiques traditionnels, donc je vote Front National, mais de plus en plus, c'est certaines idées, et notamment les idées sur les questions économiques du Front National,
qui créent une adhésion. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les sociologues qui nous font des tonnes d'études pour savoir quel type d'électeur vote Front National, dans quelle classe d'âge, etc. On a des tonnes de bouquins là-dessus. Qu'on ait une enquête auprès de l'électorat du Front National, sur quelles idées vous adhérez au programme du Front National. Et je suis persuadé que ces deux idées de rupture avec le libre-échange et de rupture avec la mondialisation, et notamment avec l'Union européenne, sont majoritaires dans la population, les sondages le montrent, et sont en train de favoriser un vote d'adhésion aux mesures du Front National. Alors qui veut réagir? Parce que je voyais Octave qui disait non de la tête ou qui hochait. Aïda Saveron, peut-être avant. Sur ces questions, les électeurs ne nous parlent pas de ça. Enfin, en tout cas, ne m'ont pas parlé de ça, moi, à Hénin-Beaumont. Ils disent qu'ils n'ont pas de boulot, ils disent que le maire ne les salue pas, ils disent qu'ils sont en demande d'affection vis-à-vis d'un élu, ils ont besoin d'une figure qui les protège, et ils ne nous parlent pas de libéralisme ils nous parlent d'usines qui ferment, oui, c'est vrai. C'est la même chose. Peut-être, mais en tout cas, le vote Front National est un peu encore un vote honteux, y compris à Hénin-Beaumont, alors que la moitié des inscrits la moitié des votants ont voté pour le Front National. Je suis très étonnée, moi, je pensais pas que les gens auraient du mal à me dire qu'ils votent Front National. C'est très très rare. Il faut du temps pour l'avouer. Et parfois on n'ose pas me répondre quand je demande pour qui les gens ont voté. Ils n'osent pas. Et surtout, quand on leur demande pourquoi ils sont au FN, par exemple, ils me disent c'est parce que je suis amie avec Steve. C'est-à-dire que on ne me parle pas politique, on me parle de relations humaines, on me parle d'affection. Donc c'est aussi ça, en tout cas à Hénin-Beaumont, moi je n'ai pas enquêté ailleurs, mais c'est extrêmement basique. Ce n'est pas parce que le vote Front National s'ancre dans la durée qui font voir dans le vote frontiste un vote d'adhésion. Parce que adhésion, certes, aux idées de gauche qu'adopte le Front National sur des questions économiques, d'accord, mais pas adhésion sur les idées xénophobisantes et racistes du Front National. Parce que ça voudrait dire que il y a 10 millions de Français en France qui sont racistes et qui voudraient exterminer leurs prochains. Ça n'a pas de sens. Donc c'est pas exactement le programme du Front National. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce point-là. Il n'y a pas de. L'adhésion, il y a, mais seulement adhésion aux idées de gauche que porte le Front National, parce que le Front National a un nouveau discours, une nouvelle sémantique auquel les électeurs se retrouvent dedans. Mais il n'y a pas d'adhésion aux idées originelles néofascistes du Front National, ça non. Mais en tout cas, ça reste un vote de contestation à la base, et ces idées contre le libre-échange, etc., ça les confirme, et ça rend le vote de contestation un vote d'adhésion. Mais seulement sur ces idées-là, pas un vote d'adhésion aux idées originelles du FN qui sont encore présentes, mais qui sont simplement relativisées par ce type de discours. Ce qui m'a frappé aussi à Hénin-Beaumont, c'est que le sigle FN et les mots Front National apparaissent très très peu sur les documents de campagne et dans les discours. On a vaguement le petit sigle au coin d'une affiche, mais ce qui me frappe, la petite flamme, ce qui m'a frappé, c'est que Steve Briouat se DFNise pour pouvoir grimper jusqu'à 50%. Il est obligé d'effacer cette image FN pour pouvoir prendre une image d'élu local, de notable. Il se mettait en avant comme conseiller municipal d'opposition et comme conseiller régional. Et sur ces cartes de visite, on voyait le sigle d'Hénin-Beaumont, le blason d'Hénin-Beaumont. On ne voyait pas le sigle du Front National. C'était son seul obstacle à Steve Briouat, c'était le fait d'être du Front National dans un territoire qui était autrefois le bastion du Parti communiste, le berceau du mouvement syndicaliste ouvrier. Le sigle Front National était le seul obstacle, et en fait tout l'enjeu pour lui, c'était comme l'a dit Heidi, c'était d'enlever son image de parti d'extrême droite, et pour vraiment adopter toutes les figures d'un homme de gauche, d'un homme charismatique, et c'était son seul enjeu. C'est pour ça que si Steve Briouat s'était présenté, c'était ça le plus gros enjeu pour lui, c'était véritablement ça, et ça a été fait par un travail de terrain, de fourmi auprès des habitants. Mais en fait,
Alors, le titre, enfin le sous-titre du livre d'Aurélien Bernier, ça parle de l'échec du front de gauche face au Front National. Et justement, vous en parlez aussi à Aïdé Sabéran et Octave Nitkowski, l'échec de l'implantation de Jean-Luc Mélenchon lors des législatives. C'est un passage assez, bon, pas dur, mais qui parle un petit peu de comment ça s'est passé, Mélenchon à Hénin-Beaumont. Il y a eu Mélenchon à Hénin-Beaumont, il a fait un passage très rapide. Il a décidé très rapidement d'arriver et il est reparti extrêmement vite. Il a dit qu'il resterait, qu'il ne quitterait pas le département, mais il est parti. Et par ailleurs, les gens du parti de gauche et les communistes ont eu du mal à se parler. Les cultures étaient différentes. Ils ont travaillé ensemble un certain temps et puis à nouveau... le front de gauche a fini aussi par éclater à Hénin-Beaumont, alors qu'il éclatait ailleurs en France. Il a tenu un certain temps à Hénin-Beaumont et il s'est brisé au moment de la campagne des municipales. Mélenchon a perdu parce qu'il a été tenu responsable de toute l'agitation médiatique. Avant, Hénin-Beaumont était une ville paisible, sereine, et en venant défier Marine Le Pen sur ses terres, ça a créé un déferlement médiatique sans précédent. C'est ce qui a été... ce dont il a été tenu responsable en réalité, et aussi parce que voilà, il y avait une mésentente entre le parti de gauche et le parti communiste. Chacun se mettait les bâtons dans les roues les uns les autres, donc ça n'a pas fait avancer la chose, et Mélenchon n'a pas réussi parce qu'il a aussi mené une campagne trop parisienne en fait. Mélenchon était il lisait avec attention les... Attends, donc il y a une intervention. Mais c'est ce que je dis, hein, c'est les partis communistes qui n'a pas aidé l'implantation de Jean-Luc Mélenchon. Non mais c'est pas. Il y a une intervention sur le mot campagne parisienne, hein, c'est ça. Non mais ça, Jean-Luc Mélenchon il faisait attention aux éditos de Christophe Barbier, mais c'est pas ça. Les gens lisent pas les journaux, ils s'en foutent de ce que. S'il y a personne sur place non plus, il faut bien qu'il y ait des gens qui viennent. Alors il y a je pense que c'est un happening qui a donc rassurez-vous, c'est pas une contre-manifestation qui arrive. Un mot sur Mélenchon et Hénin-Beaumont, Aurélien Bernier, non ? Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut replacer le score, la performance de Mélenchon à Hénin-Beaumont dans le contexte plus global des élections législatives au niveau national. C'est-à-dire que la campagne sur Hénin-Beaumont a sans doute été très mal menée. Bon, j'y étais pas, mais d'après ce que j'en ai entendu, effectivement, on aurait une armée un peu parisienne qui aurait déferlé du front de gauche, qui aurait déferlé sur Hénin-Beaumont et où ça ne serait pas très bien passé au niveau des habitants. Mais ce qu'il faut voir surtout, c'est qu'aux législatives, le front de gauche fait un très mauvais résultat au niveau national. C'est-à-dire que Mélenchon fait un bon score au présidentiel, plus de 11%, ce qui quand même est relativement remarquable, même si on aurait pu attendre encore mieux, mais c'est remarquable par rapport aux performances de Robert Hue ou de Marie-Georges Buffet les fois précédentes. Mais le vrai problème, c'est qu'aux législatives, le front de gauche n'arrive pas à convaincre. On réunit 11% sur la personnalité de Mélenchon, sur ses qualités de tribun, sur le fait qu'il fait des références à Jaurès et tout, des trucs, des rassemblements à la Bastille qui font vibrer les militants de gauche. Mais c'est quoi ces 11%? C'est en fait rassembler l'électorat traditionnel de la gauche radicale sur le nom de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire les gens qui étaient éparpillés, qui votaient Besancenot, qui votaient communistes, qui votaient pas pour certains. Eh bien, Mélenchon les a réunis. Mais malheureusement, la campagne du Front de gauche n'a pas fait revenir, ou en tout cas de façon très marginale, des abstentionnistes aux urnes. Elle n'a pas fait revenir des électeurs frontistes aux urnes. Pourquoi ? Parce qu'il y a un vrai problème programmatique dans le programme du Front de gauche, qui est cette absence de rupture claire, immédiate, radicale, avec le libre-échange et avec la construction européenne. Parce que le programme du Front de gauche sur le libre-échange dit quoi ? Il dit on est d'accord pour faire du protectionnisme, mais faire un protectionnisme à l'échelle de l'Union européenne, à l'échelle des 28 États membres de l'Union européenne. C'est-à-dire aux frontières de l'Union européenne, on mettra en place des barrières protectionnistes. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste en institutions européennes pour savoir qu'une telle mesure est incompatible avec tous les traités, avec les directives de libéralisation des marchandises, des capitaux, etc. Et que cette mesure nécessiterait l'unanimité des 28 États membres de l'Union européenne. Donc c'est quelque chose de totalement illusoire
Et sur cet exemple du protectionnisme, vous aviez Marine Le Pen qui d'un côté débarquait en disant bah, nous on va mettre des taxes aux frontières de la France et on va réindustrialiser le pays et on va résorber le chômage. Et vous aviez le front de gauche qui disait ah bah oui mais nous on veut changer l'Europe de l'intérieur, on veut pas de mesures nationales parce que c'est suspect de nationalisme donc eh ben il faudra qu'on crée les conditions pour que l'Europe change, pour qu'on puisse changer l'euro, etc. Donc, je veux dire, le combat était perdu d'avance. Vous aviez d'un côté un discours de rupture et d'un côté un discours de transformation de l'intérieur des institutions européennes, auquel, encore une fois, plus personne ne croit. Et je pense qu'on n'y croit plus depuis 2005. C'est-à-dire, depuis 2005 et le traité constitutionnel européen, il s'est passé quoi en 2005 ? On a tous voté non, enfin tous. Dans cette assemblée, je pense qu'on a à peu près tous voté non à un traité libéral, à un traité qui allait encore plus loin dans l'eurolibéralisme. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On nous a enquillé le traité de Lisbonne 3 ans plus tard, ce qui montre bien que l'Union européenne ira toujours vers plus de politique ultralibérale et qu'on n'arrivera absolument pas par la discussion, par la négociation, à changer cette construction européenne de l'intérieur. Haïdé Sabéran ? Oui, je voulais dire à propos de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, elle n'était pas aussi catastrophique que ça. Simplement, mais il n'est pas resté longtemps. Elle a été très courte, mais il a quand même réussi, en tout cas à Hénin-Beaumont, d'abord à dépasser le Parti Socialiste et à multiplier par 4 le score du Parti Communiste, puisqu'en 2007, le Parti Communiste faisait 5% aux législatives à Hénin-Beaumont, et là, Mélenchon fait 20%. Donc c'est quand même pas... on ne peut pas dire qu'il ait raté son coup. Mais simplement, il est parti, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir quelque chose à construire qui n'a pas pu être construit. Et le PS fait 16, donc derrière lui. Il n'a pas réussi à dépasser les socialistes sur la circonscription, mais à Hénin-Beaumont, il a réellement trouvé une écoute. Alors ce qui était drôle aussi, c'est que les gens disaient mais il est parachuté, il n'est pas d'ici, il est parisien. Et quand on leur disait mais Marine Le Pen aussi, elle est parachutée, ils disaient ah oui c'est vrai, vous avez raison. Ils oublient que Marine Le Pen n'est pas d'ici, en quelque sorte. Parce qu'elle a une telle... d'abord, elle est là depuis un peu plus longtemps que lui, mais pas beaucoup plus. Mais aussi, elle a c'est une forme de figure nationale, une espèce de star qui arrive sur le marché. Et on est content de se faire prendre, même si on n'est pas... si on vote pas pour elle, on est content de se faire prendre en photo à côté d'elle. C'est aussi un phénomène très très bizarre, quoi. Le phénomène Marine Le Pen, ça fonctionne aussi, ça. Il nous reste une bonne dizaine de minutes pour continuer ce débat. On va parler, puisqu'on a parlé des législatives, on va parler des municipales, des premiers pas de Steve Briouat en tant que maire, ouais. Et puis peut-être aussi des résistances qui émergent de ça, c'est-à-dire est-ce que à gauche on réagit. Alors justement, je sais qu'il y a pas mal d'Héninois dans la salle et des gens impliqués, donc peut-être il y a des gens qui voudront en parler, mais donc il y a une place à ma gauche là au micro si vous voulez. Je crois que monsieur ou monsieur voulait peut-être dire un mot là-dessus. Bon, Haïdé Sabéran peut-être sur les municipales et puis sur la suite, ce qui se passe maintenant à Hénin-Beaumont. Alors, ce qui se passe... D'abord, ça, peut-être que Alain Alperne, qui est blogueur à Hénin-Beaumont, pourra vous dire, parce qu'il habite à Hénin-Beaumont, ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai suivi ça un peu de loin. Alors, vous savez que la Ligue des droits de l'homme a été expulsée de son local. Bon, ça, c'est un élément qui a été extrêmement médiatisé et très spectaculaire. Et moi, j'étais à Hénin-Beaumont hier, et le nouveau maire Front National a offert un pot aux salariés de la ville. Et j'ai été frappée par le nombre d'employés municipaux qui étaient présents et contents d'être là. C'est extrêmement troublant de voir pour l'instant cette espèce de petit état de grâce que connaît le nouveau maire FN auprès d'une forte proportion, je ne peux pas dire que c'est tout le monde évidemment,
mais auprès d'une forte proportion des salariés, y compris des adhérents de la CGT. Donc là, moi, j'attends de voir ce qui va se passer. Je suis très frappée par ça. Pour l'instant, c'est beaucoup dans le symbolique en fait. Oui. On met des drapeaux tricolores sur la façade de l'hôtel de ville, drapeaux qui étaient absents, ou en tout cas il y avait le drapeau européen en plus, mais voilà, c'est très symbolique. On met la statue de Jaurès dans le bureau de Steve Briouat, on vire la Ligue des droits de l'homme, c'est beaucoup du symbolique et peu de concret pour l'instant. Et quand concret il y a, M. Alpin vous le dira, c'est des choses qui étaient prévues d'avance, avant l'entrée en fonction du Front National. Donc c'est beaucoup de symboles, et après on a 6 ans pour voir comment cela s'ancre dans la durée et comment le FN sera confronté réellement à l'épreuve du pouvoir. Alors peut-être, monsieur, vous pouvez vous présenter à la fois aux auditeurs de PFM puis aux gens du public ici sur le studio mobile. Oui, donc je m'appelle Alain Alpern, je suis observateur politique sur Hénin-Beaumont, après avoir été moi-même élu régional. Pour quel parti, oui ? J'ai été élu régional Vert, puis PS. Donc j'ai changé en cours de mandat. Donc ce que je voulais dire, alors si vous permettez, je voudrais revenir une seconde sur le débat qu'il y a eu pour quand même éclaircir un point. C'est que Hénin-Beaumont n'est pas tombé comme ça du jour au lendemain en 2012 à l'arrivée de Mélenchon sous les feux des projecteurs, mais il l'était depuis quelques années, notamment parce qu'il a eu un maire qui a défrayé la chronique nationale, puisqu'il a détourné de l'argent et tout. Donc c'était antérieur, quand même, tout ce bouillonnement médiatique. Alors pour revenir au premier pas du Front National à Hénin-Beaumont, moi je veux dire, actuellement, il y a une sorte de normalisation du Front National. Ça paraît étonnant, notamment avec le bruit qui se fait autour des premières décisions du Front National dans la douzaine de villes dans lesquelles le Front National a élu un maire et une majorité. Donc sur Hénin-Beaumont, je maintiens, ça vient d'être évoqué par Octave, je maintiens que le Front National n'a pas préparé son arrivée, même si eux-mêmes et nous-mêmes étions certains depuis longtemps qu'il arriverait, qu'il gagnerait les municipales. C'est stupéfiant. Ils n'ont pas préparé. Et ce qu'on a appelé les gestes symboliques, la LDH dehors, les drapeaux qui ont été retirés, tout cela donne plutôt l'impression de vouloir faire quelque chose, mais ça n'a que cet aspect de symbolique. Il faut savoir que la semaine dernière, le budget 2014 a été voté. Or, ce budget 2014 n'est pas le budget du Front National. Il est le budget de la municipalité précédente. Alors, bien entendu, en 15 jours de temps, il est difficile de faire un budget, mais depuis des années que le Front National pense, à juste titre, qu'il allait arriver en mairie, il aurait pu préparer quand même quelque chose. Et je peux vous dire que c'est à tel point que, par exemple, les indemnités d'élus sont strictement les mêmes que celles de la précédente majorité. Il n'a rien fait, il a dit simplement, mais c'est un peu pour faire du bruit, faire plaisir aux nombreux électeurs qui étaient présents dans la salle du Conseil et qu'on a évoqué tout à l'heure, il a simplement dit, ben voilà, il y a des recettes supplémentaires, mais on ne peut pas vous dire lesquelles, mais elles sont prévues. Je vous jure que c'est pratiquement la phrase qui a été dite par le maire. Puis il a dit, on va arrêter de sous-traiter à l'extérieur certaines dépenses, on va les prendre ce qu'on appelle en régie, mais bon, c'est vraiment du parler pour ne rien dire, parce que c'est pas possible du jour au lendemain de changer une organisation, de former des gens à certaines tâches qu'ils veulent leur faire faire. Et troisième point, pour montrer que le Front National n'était pas du tout préparé, donc ça c'est une grosse faute quand même, sachant qu'on arrive au pouvoir, qu'on est incapable de front nationaliser le budget 2014. Autre chose, il a dit, on va augmenter les investissements.
on va augmenter les investissements. Donc vous avez entendu, on augmente les investissements, on, soi-disant, on réduit les dépenses, mais ils ne savent pas encore comment, donc ils les stabilisent, puisqu'ils ont repris le budget de l'année précédente. Et puis, cerise sur le gâteau, on diminue la taxe d'habitation. Alors ça fait les gros titres de certains journaux, même nationaux. Hein. Or, c'était encore une fois du pipeau, excusez-moi l'expression, c'était du pipeau, parce que cette diminution de 10%, c'est la diminution, et ça vous l'avez peut-être tous vécu dans vos communes, mais c'est la diminution du taux de la part communale de la taxe d'habitation, donc ce qui déjà réduit assez fortement, parce que il y a dans la taxe d'habitation une part de l'agglomération, des intercommunalités, et une part départementale. Donc la part communale est bien majoritaire, mais quand même pas suffisante pour qu'on arrive à 10% de réduction, d'autant plus que ce qu'on appelle les bases, qui sont décidées par l'État, c'est-à-dire le matelas sur lequel on va appliquer le taux. Alors on s'éloigne un petit peu parce que c'est vrai que ça peut être un peu technique. On a bien compris l'idée que le Front National n'a pas préparé son arrivée au pouvoir à la mairie d'Hénin-Beaumont. Mais la dernière question qu'on vous posait en tant qu'observateur local, c'est sur les mouvements de résistance, quoi. Le contre-pouvoir finalement maintenant à Hénin-Beaumont. Comment ça s'organise ? Mais ça ne s'organise pas. Il y a quand même un comité de vigilance, il me semble. Oui. Ça ne s'organise pas, et puis je vais mettre un petit bémol. La division a été telle depuis des années à Hénin-Beaumont, les partis étant incapables de s'entendre, on a donné déjà les raisons, partis incapables de s'entendre, manque d'une figure charismatique, absence, et même plus, du Parti socialiste. C'était tel que les conséquences en sont encore aujourd'hui très, très importantes. Ce qui fait que, un peu partout, il y a au moins 2 comités de vigilance, qui s'intitulent comités de vigilance, d'ailleurs tous les deux, un qui s'appelle comité de vigilance et de surveillance ou de suivi, etc., qui œuvrent par l'intermédiaire de blogs, qui dénoncent effectivement ce qui peut se faire à Hénin-Beaumont et mettent en avant ce qui se passe dans d'autres villes gérées par le FN. On sait à peu près qui sont derrière ces sigles. Moi, j'essaie personnellement, et je suis tout seul, de faire un peu de résistance également, mais c'est des choses qui ne sont pas coordonnées, ce sont des mouvements spontanés et non organisés. C'est pour ça votre question, c'était ça s'organise. Non, ça ne s'organise pas. Il y a différents points, j'en compterai 3 si vous voulez, où on essaye, ça va venir, hein, il y a 6 ans hein, pour avancer, bien entendu. Hein. C'est pas du jour au lendemain qu'on peut effacer le traumatisme de ce 23 avril, hein, puisque c'est la date d'élection de Briouat au premier tour. Alors, dans 6 ans, les prochaines municipales, mais avant ça, et ça sera un petit peu la dernière question pour ouvrir un petit peu aussi le débat, c'est Aurélien Bernier qui vous vouliez parler des européennes, c'est ça ? Oui, je pense. Enfin, c'était dans l'intitulé d'ailleurs du débat. On a eu les municipales, on a vu ce que ça a donné. Maintenant, il ne faut pas oublier que le 25 mai, et c'est dans 24 jours, on a des élections européennes. Et là, quelle est la situation ? Eh bien, on a une droite qui est en difficulté, un peu avec une querelle de chefs atomisée. On a un parti socialiste qui a définitivement trahi tous ses engagements. Mitterrand avait trahi, Jospin avait trahi, mais là, François Hollande est clairement sorti de la gauche. Le Parti socialiste n'est plus un parti qui défend des politiques, des mesures, ni même des valeurs de gauche. C'est fini. Donc, pour l'électorat qui votait pour le Parti socialiste, aujourd'hui, s'ils sont encore accrochés à leurs valeurs de gauche, ils n'ont plus absolument aucune raison de continuer à voter pour le Parti socialiste. Et puis, on a un front de gauche qui va à la campagne des européennes et qui propose de changer l'Union européenne de l'intérieur. Voilà. C'est-à-dire qu'on a un boulevard pour Marine Le Pen et pour le Front National qui porte un discours de rupture
avec la construction européenne et avec le libre-échange. Et moi, je crains que le Front National sorte en tête des élections européennes. Quand on regarde les sondages, il talonne la droite, et on sait très bien que, comme vous le disiez tout à l'heure, un certain nombre de personnes ont encore honte de voter Front National, et que donc dans les sondages, le vote Front National est sous-estimé, et donc le Front National risque de sortir en tête. Ce qui, dans la perspective de 2017, serait absolument terrible. C'est-à-dire qu'il serait sur une pente ascendante, et il pourrait récupérer un certain nombre de cadres de droite qui viendraient par opportunisme gonfler les rangs du Front National. Donc voilà à quoi la gauche radicale doit s'attendre s'il n'y a pas de changement radical de ligne sur les deux questions majeures aujourd'hui, à mon avis, que sont le libre-échange et la construction européenne. Donc ce changement n'a pas pu avoir lieu en 2012, il n'a pas pu avoir lieu en 2014 pour les élections européennes, et je pense que c'est malheureux, parce que c'était l'occasion. On a un rejet qui n'a jamais été aussi important des politiques de Bruxelles, un rejet y compris de la monnaie unique, et pourtant Dieu sait qu'on nous a bourré le crâne avec tous les avantages supposés que représentait l'euro, la monnaie unique, de stabilité, etc. Tout ça est évidemment complètement démenti par les événements. Et malheureusement, la gauche radicale a abandonné ce discours, et d'ailleurs l'a abandonné à la demande du Parti socialiste. C'est en 1997, quand Lionel Jospin a proposé de former cette gauche plurielle qui a été au pouvoir pendant 5 ans, le Parti socialiste a imposé au Parti communiste de changer de ligne sur ces questions européennes, en disant, ben voilà, on ne peut pas gouverner ensemble si jamais vous ne mettez pas un peu d'eau dans votre vin, et si vous n'acceptez pas, d'une certaine façon, la construction européenne. Je pense que ça a été l'erreur politique majeure de la gauche radicale, dont on paye aujourd'hui un prix terrible, qui sera, à mon avis, le 25 mai, un Front National à plus de 20%, et visiblement un Front de gauche, voilà, aux alentours de 8, peut-être 7, peut-être 9, en tout cas moitié moins pour le Front de gauche que pour le Front National. Et si, d'ici 2017, on ne corrige pas le tir, et si on n'ose pas dire que la rupture avec cette mondialisation impose une régulation des marchandises et des capitaux, impose de désobéir à l'Union européenne, et qu'on n'assume pas une position de gauche sur ces questions fondamentales, je crains que ce soit encore pire en 2017, et que là, pour le coup, Marine Le Pen ait une voie toute tracée, au moins pour le deuxième tour des présidentielles. Il est 16h20, je vous propose de terminer là notre débat, et je propose aussi à la fois aux auditeurs et au public de rendre visite aux auteurs sur leur stand, puisqu'ils seront encore présents jusqu'à 18h dans la tente des auteurs sur ce salon du livre. Je rappelle qu'on avait autour de la table Haïdé Sabéran, journaliste correspondante pour Libération dans la région de Nord-Pas-de-Calais, auteur de ce livre Bienvenue à Hénin-Beaumont aux éditions La Découverte. On avait aussi autour de la table Octave Nitkowski, auteur du livre Le Front National des Villes et le Front National des Champs, édition Jacob Duvernay. Et on avait aussi Aurélien Bernier, auteur de La Gauche radicale et ses tabous, pourquoi le Front de gauche échoue face au Front National aux éditions Seuil. On avait aussi en intervenant, donc, alors monsieur, votre nom, rappelez-le-moi. Alain Alperne. Et puis votre blog, alors, l'adresse peut-être pour les gens L'adresse alpernalain.blogspot.com. Voilà, merci au public qui était présent en masse pour ce débat.